il y a des familles qui n'ont pas besoin de hausser la voix pour détruire quelqu'un. Elles se contentent de fermer la porte, de partir, et de laisser le froid faire le reste. Une période de fête censée être placée sous le signe de la gratitude se transforme en une forme de cruauté silencieuse quand les personnes qui devraient rester choisissent leur propre confort. Au lieu de cela, elles abandonnent un beau-père mourant dans une maison sombre et glaciale, avec pour seule explication un mot disant « Nous sommes partis en croisière. Occupe-toi de lui ». La douleur, ce n'est pas seulement la maladie ou les tremblements dans l'obscurité. C'est la trahison, quand la famille devient la chose même qui vous abandonne au bord de la vie. J'étais censé être à Marseille jusqu'à vendredi. Un autre congrès de 4 jours, cette fois avec nos partenaires sudistes qui ne comprenaient toujours pas le concept de date limite. Mais jeudi matin, au beau milieu de mon petit déjeuner à l'hôtel, nous avons reçu l'appel confirmant que la campagne était validée. Signé, bouclé. En un instant, nous avions gagné une journée entière. Juliette, mon assistante, a été la première à me demander si je voulais avancer le reste de mes rendez-vous. Je lui ai dit de tout annuler. Pas d'explication, pas d'horaires alternatifs. Juste vider mon emploi du temps et me réserver le premier vol retour pour Lyon. Et je n'ai rien dit à Delphine. C'était bien là l'objectif. Pour une fois, je ne voulais pas rentrer à la maison comme une ligne de tableau Excel, planifiée à la minute près et attendue. Je voulais débarquer et la laisser sans voix, la surprendre comme je le faisais avant. Peut-être préparer le dîner, peut-être la enlacer par derrière pendant qu'elle épluchait les offres d'emploi, lui dire qu'elle n'avait pas à s'inquiéter ce soir, que nous allions toujours bien, que nous étions toujours nous. Je n'avais même rien dit à mes parents ni à Clément. Seule Juliette était au courant. Et alors que j'étais assis dans cet avion, regardant le soleil rhodanien commencer à se lever par le hublot, je me suis laissé imaginer la scène, elle, pieds nus dans la cuisine, les yeux écarquillés quand la porte s'ouvrirait. Un halètement, puis un rire, puis le genre d'étreinte qui donne vraiment l'impression de rentrer chez soi. Mon Dieu, ce qu'elle me manquait. 8 mois à tout porter sur mes seules épaules m'avaient épuisé, mais je m'accrochais toujours à l'idée que nous pouvions redresser la barre. Elle ne travaillait plus depuis février, mais je comprenais. Les plans sociaux avaient été brutaux et le marché de l'emploi était glacial. Elle répétait sans cesse qu'elle faisait du réseau, passait des entretiens, qu'elle se rapprochait du but. Je lui disais de prendre son temps. Je lui disais de ne pas se sentir comme un fardeau, parce que l'amour, le vrai amour, pèse plus lourd que le simple argent. On se porte l'un l'autre quand ça compte. Alors, j'ai porté son prêt immobilier, sa mutuelle, les courses, les cartes bancaires, son abonnement à la salle de sport, et même le remboursement de son prêt étudiant quand la période de suspension a pris fin. Mais le vrai poids n'était pas financier. C'était le silence. Delphine était devenue silencieuse, irritable, distante. Et je devais faire semblant de ne rien remarquer. Je ne voulais pas rajouter de pression. Je voulais juste qu'elle respire, qu'elle guérisse, qu'elle me revienne. Et pourtant, quelque chose clochait. Nous avions l'habitude de parler d'avoir des enfants le dimanche matin au lit, à moitié réveillés, lançant des prénoms de bébés et nous chamaillant pour savoir s'ils auraient ma mâchoire ou son sarcasme. Ce rêve s'était vite estompé après son licenciement. C'était logique, nous avions dit que nous en reparlerions plus tard. Mais dernièrement, je la surprenais à détourner l'écran de son téléphone en plein SMS. Je posais des questions sur ses entretiens et elle éludait. Si j'abordais la question de l'argent, elle s'emportait. Et chaque fois que je pensais qu'il y avait quelque chose de plus, je réprimais cette pensée avec un non, elle est juste stressée, elle fait de son mieux. J'avais même laissé Clément devenir un élément incontournable de notre maison. C'était mon colocataire en école de commerce, mon témoin de mariage. Mais au cours des derniers mois, il était venu plus souvent que d'habitude, pour réparer le robinet qui fuyait, accrocher cette fichue mangeoire à oiseaux, conduire Delphine à son rendez-vous chez le dentiste quand j'étais coincé à Paris. Il m'envoyait souvent des messages, « Tu rentres quand ?» Toujours en déplacement, décontracté, amical, mais le timing était toujours étrange. Et je répondais toujours, parce que je ne voulais pas être le genre de type qui imagine le pire au sujet de son meilleur ami. Mais aujourd'hui, alors que j'étais assis à l'aéroport en attendant d'embarquer, 2 messages ont illuminé mon écran. L'un de Delphine, « Hey, tu reprends l'avion quand ?» C'était tout. Pas de cœur, pas d'émoji bisou, pas de « tu me manques ». Elle n'a pas attendu de réponse. Et l'autre de Clément, « Dis-moi quand tu es rentré, il faut que je te parle d'un truc. »
Me parler de quoi? J'ai fixé ces messages, le pouce en suspens. Je n'ai répondu à aucun des deux parce que j'avais un plan. J'allais rentrer chez moi, j'allais franchir cette porte et rappeler à ma femme qui j'étais, bon sang. J'allais sauver ce mariage. Mais quelque part au fond de mes tripes, une pensée étrange s'est insinuée. Et si je ne disais rien à personne et que quelqu'un m'attendait déjà? L'avion a atterri un peu avant 17 heures. Je n'ai pas pris de VTC. Je voulais que le moment soit simple, calme, le mien. Alors, j'ai hélé un taxi depuis le terminal et je me suis assis à l'arrière, serrant la poignée de ma valise cabine comme si elle allait s'envoler. Alors que nous tournions dans mon quartier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, bordé de platanes, de murs en pierre dorée et de voisins qui vous saluent même s'ils détestent vos opinions politiques, je l'ai senti avant de le voir. Quelque chose n'allait pas. Il y avait trop de voitures, au moins 7 garées le long du trottoir, plus que je n'en avais jamais vu dans notre rue. J'ai reconnu le SUV de ma mère, la berline grise de ma belle-mère, Martine. Les autres m'étaient inconnus. Pas des collègues, pas des amis proches. Certainement pas mes proches. Puis j'ai vu la maison, notre maison, et les ballons. Bleus et roses, attachés à la boîte aux lettres, à la rambarde du porche, et même à ce foutu arbre dans le jardin, flottant dans l'air comme si c'était l'anniversaire de quelqu'un. J'ai suivi le fil des couleurs des yeux, le cœur au bord des lèvres, jusqu'à ce qu'il se pose sur la banderole « Bienvenue à notre petit miracle ». J'ai cessé de respirer. Pas de SMS, pas d'appel manqué, pas d'invitation, pas de post-it sur le frigo. Juste ces ballons, des invités, une banderole, et moi dans un taxi, invisible. Ma première pensée a été si absurde que j'ai failli rire. Delphine organise une fête prénatale, mais pour qui? Ça ne pouvait pas être pour elle. Non. Impossible. Si elle était enceinte, je le saurais. Je le sentirais. Elle me l'aurait dit, non. À moins que ce ne soit pas le cas. J'ai de nouveau cherché mon téléphone à tâtons. Toujours pas de message, pas d'appel manqué. J'ai vérifié le calendrier partagé. Rien. Je suis sorti du taxi comme si mes jambes ne m'appartenaient plus. Le chauffeur a ouvert le coffre, mais je l'ai à peine remarqué. J'ai traîné ma valise sur le trottoir en silence. Nos voisins d'en face étaient sur leur terrasse, souriant poliment, sirotant un thé glacé. L'une d'elles, la vieille Madame Perrin, a fait un signe de la main. J'ai répondu de la main, comme si de rien n'était. De la musique s'échappait de l'intérieur de la maison. Des rires se déversaient par les fenêtres de la façade. Le rire de Delphine. Le tintement des verres de ma mère. Un effet sonore de cris de bébé provenant d'un jeu de société quelconque. Chaque détail piquait comme une abeille dans mes côtes. Je me suis glissé vers la fenêtre. À l'intérieur, des boîtes cadeaux au ton pastel s'empilaient sur la table. Du papier de soie aux couleurs douces. Un gâteau en forme de body pour bébé. Des gens qui s'enlaçaient, bavardaient, portaient des toasts. J'ai balayé la pièce du regard, les yeux fuyants. Aucun signe de Delphine pour l'instant. Aucun signe de la personne à qui ce bébé était destiné. Et puis je l'ai vu, coincé entre la Lexus et la voiture de ma belle-mère, caché derrière notre haie. Le SUV de Clément. Il n'avait pas bougé de chez lui depuis des mois, mais il était là, maintenant. Un frisson maladif m'a parcouru le dos. J'ai fait le calcul dans ma tête. J'étais parti 2 semaines avant ces allers-retours entre les villes. Si Delphine était enceinte et que ça se voyait, c'est que ça durait depuis des mois, mais nous n'avions pas été intimes depuis des mois. Ma main s'est refermée sur la clé de la maison dans ma poche. J'avais 2 options. Faire demi-tour, prendre une chambre d'hôtel, l'appeler plus tard et exiger des réponses par téléphone, ou ouvrir la porte et laisser ce que c'était me terrasser. J'ai avancé sur le porche lentement, comme on marche dans une tempête que l'on ne peut pas encore voir. Ma main a trouvé la poignée, le métal froid, le poids familier. J'étais rentré pour lui faire une surprise. Mais en me tenant là, j'ai eu le sentiment distinct et indéniable que quelqu'un avait préparé sa propre surprise. J'ai franchi la porte d'entrée comme un fantôme marchant dans la vie de quelqu'un d'autre. L'odeur m'a frappé en premier. Le gâteau à la vanille, le café fraîchement coulé, la douceur écœurante de la célébration. Des guirlandes sillonnaient le plafond comme des toiles d'araignée tissées par quelqu'un qui avait oublié à qui appartenait cette maison.
Une montagne pastel de cadeaux de naissance envahissait la table de la salle à manger. Il y avait de la musique, des bavardages et des tintements de verre, mais tout semblait étouffé, comme si j'étais sous l'eau. Mes yeux ont balayé le salon. Des visages familiers entassés dans des configurations inconnues. Élise, ma mère, se tenait raide près de la cheminée. Martine, ma belle-mère, tenait la cour avec un verre de vin comme si elle était la propriétaire des lieux. Des amis que je n'avais pas vus depuis des mois. Des voisins à qui je ne parlais jamais. Personne ne m'a remarqué au début. Je n'étais pas censé être là. Et puis je l'ai vue, Delphine, assise dans mon fauteuil préféré, celui pour lequel j'avais fait une folie l'automne dernier, celui sur lequel personne n'avait le droit de manger, celui que j'avais imaginé mettre dans une chambre d'enfant un jour. Elle rayonnait, pas métaphoriquement, elle rayonnait physiquement sous les guirlandes lumineuses. Son ventre était énorme. 7, peut-être 8 mois, je ne saurais le dire. Mon cerveau refusait de calculer ce que mes yeux hurlaient. Elle riait jusqu'à ce qu'elle me voie. Son rire s'est arrêté net, comme si quelqu'un avait arraché la prise. Une boîte cadeau est tombée de ses mains et a heurté le parquet avec un bruit sourd. Sa bouche s'est entr'ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Ses yeux s'agitaient, paniqués. Puis, comme une mauvaise blague, Clément est apparu à côté d'elle, un genou à terre. Une main sur son genou, l'autre reposait doucement sur son ventre. Mes genoux ont failli céder. Le sourire de Clément était doux et plein de fierté. Le genre de sourire que l'on voit chez les nouveaux papas qui exhibent des échographies. Il a levé les yeux, m'a remarqué, et ce sourire s'est effondré en quelque chose d'illisible. Ni culpabilité, ni honte. De l'agacement. Delphine a fini par retrouver la voix. Tu n'étais pas censé rentrer si tôt. Ce n'était pas une question. Ce n'était même pas des excuses. C'était de l'irritation. Je suis resté figé dans l'embrasure de la porte, la main serrant toujours les clés que j'avais prévu de faire teinter comme un idiot romantique. J'avais traversé le pays en avion pour faire une surprise à ma femme, mais les seules personnes surprises, c'étaient eux. Quelqu'un derrière moi a murmuré, « C'est Laurent ?» Et d'un seul coup, toute la pièce a basculé. Les regards sont devenus acérés. Les conversations sont mortes au milieu d'une phrase. Les yeux se sont posés sur moi comme si j'étais une tache sur le tapis. Delphine s'est levée lentement, comme si elle était la victime ici, comme si c'était moi qui gâchais son événement. Clément s'est placé à ses côtés comme un garde du corps. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» ai-je demandé, la voix trop assurée pour ce que je ressentais. « Depuis combien de temps ça dure ?» Les lèvres de Delphine ont tremblé. « On peut en parler en privé. » Non, ai-je tranché. Ici, maintenant. Martine a fondu comme un rapace. « Laurent, ne faisons pas ça devant tout le monde. » Je l'ai ignoré. Mes yeux se sont rivés sur Clément. Depuis combien de temps? Clément a ouvert la bouche, l'a refermée. Élise a fait un pas en avant, mais même elle semblait ne pas savoir qui elle était censée protéger. Je voulais te le dire, a dit Delphine. Quand, ai-je demandé. Avant ou après la naissance du bébé? Son silence était une réponse suffisante. Et puis est venu le coup de grâce. Martine a croisé les bras, froide et posée. Nous savions tous que cela ferait mal, mais il valait mieux qu'ils te le disent une fois que tu serais rentré. Nous savions tous. Mon cœur est tombé comme du plomb. J'ai regardé à nouveau autour de moi. Chaque personne dans cette pièce avait fait un choix avant même que je ne franchisse cette porte. Ils l'ont choisi, elle. Ils ont choisi Clément. Pas moi. Vous avez planifié ça, ai-je dit, en utilisant mon planning de voyage, mes revenus, ma maison. Nous voulions faire les choses en douceur, a répondu Martine. Pense au bébé, Laurent. Il a besoin de stabilité. J'ai failli rire. La stabilité? C'était donc ça l'enjeu maintenant. Ils ne se contentaient pas de voler ma femme. Ils essayaient de me faire croire que je devais les en remercier. Clément a fini par parler. Tu es en colère. Je comprends. Mais il ne s'agit plus de toi maintenant. Et c'est là que quelque chose s'est brisé en moi, pas avec de la rage, mais avec une clarté absolue. Tu as raison, ai-je dit. Il ne s'agit pas de moi. J'ai regardé autour de moi une dernière fois. Personne n'a dit un mot. Personne n'a présenté d'excuses.
Personne n'a essayé d'arrêter ce qui était déjà en train de s'effondrer. Alors, j'ai souri. Pas un grand sourire, pas un sourire bienveillant, mais un sourire d'une précision chirurgicale. Je m'en vais maintenant, ai-je dit. Mais ne vous y trompez pas, je ne fuis pas. Je change de stratégie. Les sourcils de Delphine se sont froncés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ai-je lancé en reculant vers la porte, que vous allez tous apprendre ce que ça fait de perdre votre filet de sécurité. Et je suis parti. Pas de porte claquée, pas de cris, juste le silence et le bruit des roulettes de ma valise sur le béton alors que je m'éloignais de la vie qu'il pensait avoir construite sur mon dos. La pluie avait commencé à tomber quand j'ai atteint le bout de la rue. Je n'ai pas commandé de VTC. J'ai marché 2 intersections avant de héler un taxi. Je ne voulais pas utiliser d'application que Delphine pourrait tracer. Je ne voulais pas de reçu qui renvoie à notre boîte mail commune. Plus maintenant. L'hôtel que j'ai choisi était en centre-ville, neutre, calme, payé intégralement avec une carte personnelle que Delphine ignorait que j'utilisais encore. À la seconde où je suis entré dans la chambre, j'ai lâché ma valise et ouvert mon ordinateur portable. Pas de 100 pas, pas de douche, pas de verre à boire, juste de l'action. Parce que ce n'était pas du chagrin. C'était la guerre. J'ai commencé par les finances. Compte joint. J'en étais le titulaire principal. Je l'ai vidé. J'ai tout transféré sur mon compte épargne personnel. Carte de crédit, j'ai annulé celle auquel elle avait accès, en particulier la carte Gold qu'elle aimait utiliser pour ses déjeuners réseau. Les factures d'énergie, j'ai changé les mots de passe en ligne. J'ai basculé l'abonnement téléphonique à mon seul nom. J'ai activé la double authentification vers mon numéro personnel. Le prêt immobilier, toujours à mon nom. Parfait. Les comptes d'assurance vie, j'ai changé les bénéficiaires. J'ai retiré Delphine. J'ai ajouté ma tante Céline, la seule personne qui me restait et en qui j'avais confiance. La mutuelle, j'ai programmé le retrait de Delphine de la couverture santé dès la première heure lundi matin. Le courrier, j'ai redirigé tout le courrier papier vers une boîte postale privée. Delphine ne saurait même pas par où commencer à chercher. Ensuite, j'ai appelé Marion Vasseur, mon avocate. Tout à son honneur, elle n'a pas eu l'air surprise. Vous avez 1 heure demain matin. Il me la faut plus tôt. 6h30, seul à votre cabinet. J'y serai. Après avoir raccroché, j'ai fixé l'écran. J'aurais dû ressentir quelque chose, du chagrin, le sentiment de trahison, peut-être même de la tristesse, mais tout ce que je ressentais, c'était d'avoir le contrôle pour la première fois depuis 8 mois, peut-être plus. Puis je suis retourné éplucher les relevés bancaires, et c'est là que je les ai vus. De petites transactions à des heures étranges, des livraisons de repas hebdomadaires, des trajets Uber vers des quartiers où nous n'habitions pas, des rendez-vous au spa, des rendez-vous hors de prix, tous facturés pendant mon absence. Au début, j'ai pensé que c'était pour elle, mais le schéma était trop fluide, trop régulier. Ce n'était pas juste quelqu'un qui s'occupait pendant une période de chômage. C'était quelqu'un qui menait une vie parallèle. J'ai vérifié mon téléphone. 12 de messages de Delphine. 5 de Clément. Les messages vocaux de Delphine ont commencé doucement, puis sont devenus suppliants, puis en colère. Tu agis comme un enfant. Ne fais rien de précipité. Rentre à la maison. On va parler comme des adultes. Ceux de Clément étaient plus froids. Voyons-nous d'homme à homme. Je ne veux pas que ça devienne moche. Moche. C'était déjà moche. Et puis je me suis souvenu de quelque chose. 3 semaines plus tôt, Delphine m'avait demandé, douce comme le miel, quand aurait lieu mon prochain voyage. Elle voulait organiser quelque chose de sympa. Elle n'avait jamais fait ça avant. Je lui avais donné les dates exactes de mon congrès à Marseille, à l'heure près. Cette banderole, ces invités, cet événement tout entier. Il avait été construit autour de mon absence. Pas une coïncidence, une stratégie. J'ai fermé l'ordinateur portable. Mes doigts pianotaient sur la table. Il me restait juste assez de force pour une dernière liste de contrôle. Changer les accès bancaires. Geler les lignes de crédit. Verrouiller les documents juridiques. Désigner de nouveaux contacts d'urgence. Rompre les liens de santé et financiers. Appeler l'avocate, contrôler le récit.
J'ai regardé par la fenêtre battue par la pluie. Quelque part dehors, ils attendaient que je revienne ramper, que je supplie pour avoir une explication, que je joue le rôle de l'homme brisé s'accrochant à un mensonge. Mais ils ne comprenaient pas qui j'étais. J'avais passé 8 mois à les porter, à financer leur délire, à réduire mes besoins pour m'insérer dans l'idée que quelqu'un d'autre se faisait de la normalité. Cet homme-là, il avait disparu. Je me suis couché un peu avant 3 heures du matin. J'ai dormi d'un œil, mais pour la première fois depuis des années, mon esprit était clair comme de l'eau de roche. Demain, ils se réveilleraient en pensant qu'ils avaient encore un moyen de pression. Au coucher du soleil, ils réaliseraient qu'ils étaient fauchés, et je ne faisais que commencer. Le lundi matin est arrivé avec un ciel gris et couvert et le genre de froid glacial qui correspondait exactement à ce que je ressentais en entrant au cabinet Vasseur et Lemaire. Maître Marion Vasseur a levé les yeux de ses notes quand je suis entré, son expression aussi posée et tranchante que dans mon souvenir lors de notre appel. Aucune hésitation, aucune pitié, juste de la précision. Je lui ai tout remis. Relevé bancaire, contrat de prêt, documents d'assurance vie, et même des captures d'écran des comptes joints. J'ai tout posé sur la table comme un soldat vidant son équipement avant une guerre qu'il n'avait pas déclenchée mais qu'il avait la ferme intention de finir. Mon objectif est simple, lui ai-je dit. Je veux en sortir proprement, rapidement, et je ne veux pas être le distributeur de billets qui finance leur conte de fées. Elle n'a pas scié, elle a juste hoché la tête. Vous n'êtes pas le premier homme à vous asseoir dans ce fauteuil après une trahison comme celle-ci, a-t-elle dit. Mais si vous voulez gagner, vous ne saignez pas devant eux. Vous construisez en silence et vous frappez chirurgicalement. Ce fut le fil conducteur de ma semaine. Avant midi, je me suis assis avec le DRH, Charles Benoît, un homme que je saluais à peine d'un signe de tête par le passé, et qui devenait maintenant le témoin de la logistique froide de l'effondrement de mon mariage. J'ai retiré Delphine de ma mutuelle. J'ai changé le contact d'urgence, je me suis assuré que chaque formulaire de bénéficiaire portait le nom de la nouvelle Céline là où figurait celui de Delphine. Chaque signature donnait l'impression de couper un fil sur une bombe à retardement. Je ne coupais pas seulement les ponts. Je démantelais le réseau qu'ils pensaient encore contrôler. Puis sont venus les protocoles de sécurité. J'ai rencontré la sécurité du bâtiment pour signaler Delphine et toute personne associée à elle. Je leur ai donné des descriptions, des photos. S'ils se présentaient, ils devaient être escortés à l'extérieur. S'ils insistaient, des rapports d'incident devaient être rédigés. Je voulais une trace écrite. Je voulais des leviers de pression. Ce soir-là, j'ai eu un premier aperçu de leurs représailles. Delphine a commencé à appeler, non pas pour supplier ou pleurer. Non, elle a appelé pour accuser. Tu m'as abandonné, a-t-elle craché dans un message vocal. Tu m'as fait me sentir invisible pendant des années. Il ne s'agit pas de Clément. Il s'agit de toi. C'était presque impressionnant la rapidité avec laquelle elle avait inversé le récit. Je m'attendais à ce qu'elle me fasse culpabiliser, mais l'entendre déformer l'histoire pour dire que j'étais d'une certaine manière responsable de sa trahison était tout autre chose. Puis Martine a rejoint le chœur, elle a laissé un message sur ma ligne de bureau. Ce que tu fais est impardonnable. Cet enfant a un avenir et tu es en train de le détruire. Pense à ça, mon garçon. Elle m'appelait toujours mon garçon quand elle voulait que je rentre dans le rang. Ça n'a pas marché cette fois. Marion et moi nous sommes revus mercredi. Alors que nous passions en revue les documents, elle a fait une pause, en fronçant les sourcils. Avez-vous déjà reçu des notifications concernant la modification de ce contrat? Quel contrat? Elle a brandi un document d'assurance habitation, quelque chose avec mon nom et mon adresse, mais avec des horodatages étranges. Il semble que quelqu'un ait essayé de rediriger votre courrier juridique, probablement pendant que vous voyagiez. Si Delphine avait intercepté ça. C'est resté comme un bloc de glace dans mon estomac. Ce n'était pas seulement une trahison émotionnelle. Il jouait aux échecs avec mon identité, ma situation juridique. Je n'étais pas seulement un mari bafoué. J'étais une cible. Le jeudi, Clément a décidé d'en faire une affaire personnelle. Il a appelé Juliette, mon assistante, et a essayé de programmer une discussion comme si nous étions encore amis. Il a dit qu'il voulait juste parler d'homme à homme. Quand Juliette a refusé, il s'est pointé, marchant directement dans le hall de mon immeuble de bureau comme s'il était chez lui. La sécurité l'a attrapé avant qu'il n'atteigne les ascenseurs, mais pas avant que plusieurs employés ne l'aient vu hurler mon nom.
C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il n'était pas seulement désespéré. Il perdait le contrôle. Marion m'a appelé plus tard dans l'après-midi. Les papiers sont prêts. L'huissier les lui remettra demain. Je me tenais à ma fenêtre, regardant la ville palpiter en bas. Delphine, Clément et Martine. Ils n'étaient pas désolés. Ils n'avaient pas honte. Ils élaboraient des stratégies, se démenaient pour protéger leur version de la vérité. Et cela signifiait que la phase suivante serait plus laide. Ils pensaient qu'ils avaient encore un filet de sécurité. Ils pensaient que j'hésiterais à cause de ce bébé. Ils n'avaient pas réalisé que j'avais déjà coupé le filet. L'appel est arrivé à 10h17. La voix de Marion était claire. Signification effectuée. Elle a les documents. J'ai fermé mon ordinateur et j'ai expiré lentement. C'était le moment. Le moment où l'histoire changeait de chapitre. Selon l'huissier, Delphine avait l'air confuse au début, elle a même dit « ça doit être une erreur ». Puis elle a pâli, s'est agrippée le ventre et a marmonné quelque chose comme quoi elle devait m'appeler. Elle n'a pas attendu longtemps. À 10h21, mon téléphone s'est illuminé avec son nom. Je n'ai pas répondu. Les messages ont suivi. Des messages vocaux, une montagne russe de déni, de supplications et de menaces voilées. Tu ne peux pas disparaître comme ça, Laurent. Ce n'est pas toi. Parle-moi. Je te jure que ça ne voulait rien dire. C'est juste que... Tu n'étais pas là. Je tenais le téléphone dans ma main comme s'il allait me brûler, mais je n'ai pas répondu. Puis est venu le changement de ton. En début d'après-midi, ma mère a appelé. Sa voix tremblait. Mon chéri, je sais que tu as mal, mais peut-être que tu devrais juste lui parler une fois, pour tourner la page. Tourner la page? Comme si ce chapitre n'avait pas été clos à la seconde où je les ai surpris en train de jouer à la famille dans mon salon. Martine, bien sûr, n'a pas supplié. Elle a menacé, si tu continues comme ça, nous devrons dire la vérité aux gens. Que tu as jeté une femme enceinte à la rue. Ce n'était pas la vérité. Mais ça n'avait pas d'importance pour elle. Ce qui comptait, c'était de contrôler l'histoire. Pendant ce temps, j'ai maintenu le rythme. J'ai passé en revue tous les prélèvements automatiques, gelé tous les comptes partagés restants, redirigé les courriers du prêt immobilier vers une boîte postale privée. Puis je me suis assis et j'ai procédé à un audit plus approfondi. C'est là que je l'ai vu. Une facture de pharmacie datant de près d'1 an. Des vitamines prénatales achetées au nom de Delphine. Ça ne correspondait pas à la chronologie qu'elle m'avait donnée. Pas du tout. J'ai tiré sur le fil, j'ai trouvé une confirmation de rendez-vous médical du même mois. Puis une commande de vêtements de maternité. Elle n'était pas enceinte de quelques mois quand je les ai surpris. Elle était déjà profondément engagée là-dedans, ce qui voulait dire que ce n'était pas une liaison récente. C'était une double vie. Le lendemain, j'ai quitté le bâtiment tard et j'ai trouvé Clément qui m'attendait près de ma voiture. Il a surgi de derrière un pilier comme un méchant de téléfilm bas de gamme. « Je ne suis pas là pour me battre » a-t-il dit en levant les mains. « Alors dégage de mon chemin. » Il n'a pas bougé. « Je vais m'occuper d'elle. »« Mais tu dois arrêter de rendre ça moche. » Je l'ai fixé. Vraiment fixé. Tu as couché avec ma femme. Tu m'as menti en pleine face pendant des mois. Et maintenant tu me demandes de faire ça proprement? Il a souri. Ce sourire suffisant et doux d'un homme qui pense que le charme est une défense. Allez, Laurent. Tu vaux mieux que ça. Les gens parlent. Tu ne veux pas qu'ils pensent que tu es amer. La sécurité est arrivée avant que je n'aie à dire un mot de plus. Ils l'ont escorté hors de l'enceinte pendant que je consignais l'incident. Une autre preuve pour le dossier qui s'épaississait. Puis est venu le coup de grâce de cette journée. Ma mère à nouveau, cette fois en pleurs. Ils m'ont dit que tu avais coupé les vivres au bébé, que tu préférais tout réduire en cendres plutôt que d'être humain. Je me suis assis dans le noir de mon appartement, le cœur battant à tout rompre, en écoutant ses sanglots. Ils ne se contentaient pas d'utiliser le bébé comme une arme. Ils utilisaient le cœur de ma mère comme un pied de biche. Et c'est là que j'ai su qu'il ne s'agissait pas de l'argent, de la maison ou des mensonges. Il s'agissait de contrôle. Delphine et son armée ne pleuraient pas ma perte. Ils se démenaient pour garder ce que je leur avais donné. Mon toit, mon nom, mon salaire.
Et ils croyaient qu'ils pouvaient encore me faire culpabiliser pour financer leur avenir. J'ai baissé les yeux vers les clés de la maison dans ma paume. Ils vivaient dans une maison qui portait mon nom sur chaque acte de propriété, ma signature sur chaque facture. J'avais continué à payer parce que je ne voulais pas être cruel. Parce qu'une part de moi respectait encore l'idée du foyer que nous avions autrefois essayé de construire. Mais maintenant je voyais la situation pour ce qu'elle était. Ils avaient fait de ma maison le théâtre de leurs mensonges. Alors, j'ai fait une promesse silencieuse. S'ils voulaient continuer à jouer à la famille, ils allaient devoir commencer à payer pour ça. Le prochain mouvement ne serait pas émotionnel. Il serait concret. Ce serait la maison. Cela a commencé par un simple appel. J'ai composé le numéro de la banque un mercredi matin, 6 semaines après que les papiers du divorce ont atterri entre les mains de Delphine. J'avais attendu assez longtemps pour qu'il se démène, complote, espère que je m'adoucisse. Je ne l'ai pas fait. Bonjour, ai-je dit. C'est Laurent Mercier. J'ai besoin d'une attestation de solde pour le prêt immobilier de la propriété au 314 allée des Cèdres. Oui, je suis le seul nom sur l'acte. Non, il n'y a pas de copropriétaire. Je me prépare à vendre. La femme à l'autre bout du fil était polie mais curieuse. S'agit-il d'une résidence principale? Plus maintenant, ai-je répondu. Le vendredi, j'avais le document en main et un appel programmé avec un agent immobilier, une femme nommée Mélissa Dubois, spécialisée dans les ventes rapides et qui n'avait pas peur des situations familiales compliquées. Elle m'a rejoint cet après-midi-là sur le parking d'une brasserie juste à côté de l'autoroute, tablette en main, blazer impeccable. J'ai lu tout ce que vous m'avez envoyé, a-t-elle dit. Vous êtes sérieux quant à la rapidité de la vente. Plus rapide qu'il ne pense que je suis prêt à l'être. Elle n'a pas demandé qui était il. Nous sommes passés devant la maison ensemble. Mon ancienne maison. Notre maison. Celle que j'avais achetée, peinte, réparée. Celle que je lui avais laissée remplir de rêves douillet Pinterest et d'éclairage tamisé. Maintenant, elle ressemblait à une maison de poupée que quelqu'un aurait traînée dans un marécage. Les stores étaient de travers. Une poussette rose était posée de travers sur le porche. Des plantes mortes flanquaient les marches comme des sentinelles flétries. Je vais la mettre en scène, a dit Mélissa. Simple, propre, neutre. Nous pouvons faire les photos en 48 heures. Je la mettrai sur les réseaux d'agences d'ici lundi. Avec le marché actuel, vous pourriez avoir un compromis signé avant la fin de la semaine. Faites-le. Et pour les personnes qui vivent actuellement ici? J'ai croisé son regard. Elles seront informées par la voie légale. Aucun contact direct. Compris. Ce soir-là, j'ai envoyé un message à Marion pour avancer sur les notifications officielles. Préavis légal par huissier pour mettre fin à l'occupation des lieux. J'ai également demandé une clause permettant l'accès pour les diagnostics et j'ai programmé un serrurier pour le lendemain de la signature finale. Le dimanche matin, le panneau à vendre était planté comme une épée dans la pelouse de devant. Je ne suis pas repassé devant, mais les messages ont commencé instantanément. Delphine, qu'est-ce que tu fais? Tu es sérieux? Puis, tu ne peux pas faire ça, Laurent. J'habite ici. Notre bébé. Puis, espèce d'enfoiré. Tu le fais vraiment. Tu es malade. Puis le silence. Puis Martine, ce n'est pas comme ça qu'une famille règle ses problèmes. Tu vaux mieux que ça. Puis Élise. Ma propre mère, mon chéri, s'il te plaît. Ce n'est pas la solution. Ce bébé a besoin d'un toit au-dessus de sa tête. C'est là que j'ai envoyé une seule phrase en réponse à elles toutes. Par l'intermédiaire de Marion, je ne suis pas obligé de financer une trahison. Elle pouvait trouver ça glacial. Je trouvais ça propre. Et pourtant, ils se sont démenés. Par l'intermédiaire d'un confrère, Marion a su qu'ils avaient prévu de retarder la vente en invoquant une vulnérabilité médicale, une grossesse, un calendrier précaire, des appels à l'émotion pour retarder l'inévitable. Ils pensaient que je scierais. Je ne l'ai pas fait, car le mardi, j'ai reçu le premier message vocal qui a fait voler le masque en éclats. La voix de Delphine, frénétique, tendue. Tu n'étais même pas censé rentrer ce jour-là. Tout était chronométré. On gérait la situation. On gérait la situation. J'ai repassé le message 3 fois. La nuit où je les ai surpris, la banderole,
les gâteaux, la mise en scène. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une chorégraphie, scénarisée jusqu'à l'éclairage. Mon estomac s'est retourné, mais ma colonne vertébrale s'est verrouillée. Le même après-midi, Mélissa a appelé. Les offres arrivent déjà. L'une d'elles est sérieuse. Paiement comptant. Ils veulent signer dans 10 jours. On y va. Je ne m'attendais pas à l'appel suivant. Pas de Delphine. Pas d'un hôpital de la région lyonnaise. Pas d'une infirmière disant « Monsieur, nous avons une patiente ici, Delphine Mercier, qui nous a demandé de vous contacter. Elle souffre de complications liées à un travail prématuré. Elle dit que vous êtes son contact d'urgence. » Je suis resté de glace. Elle est. Que s'est-il passé? L'infirmière est restée professionnelle. Légère contraction, déshydratation, possible travail prématuré. Elle est seule. Aucun partenaire présent sur le dossier. Où est Clément? Elle ne l'a pas dit. J'ai dégluti. Est-ce que le bébé va bien? Il est trop tôt pour le dire. Je n'y suis pas allé. J'ai appelé Marion à la place et lui ai dit de s'assurer que l'hôpital savait que je ne devais figurer sur aucun formulaire de sortie ni en tant que tuteur. Puis je me suis assis dans mon appartement, lumières éteintes, store baissé, écoutant une autre série de messages vocaux s'accumuler. Delphine pleurait dans le premier. Il est parti, Laurent. Il est parti depuis des jours. Je n'ai pas de nouvelles. Je ne sais pas quoi faire. Le suivant était plus dur. Tu as gagné. D'accord. C'est ça que tu voulais? Tu as gagné. Mais il y a un enfant en jeu maintenant. Puis un dernier. Le plus silencieux de tous. Il s'est remis à boire. Je pensais qu'il avait changé. Il m'a menti. Je pensais qu'on aurait plus de temps. Voilà. Clément, le connard charmeur qui se tenait dans ma maison avec un body pour bébé, était retombé dans ses vieux travers. Ce que Delphine pensait pouvoir réparer ou cacher. Ce n'était pas mon problème. Je n'ai pas décroché le téléphone. Je n'ai pas envoyé de fleurs. Je ne me suis pas présenté. Ce soir-là, j'ai écrit une seule phrase dans mon journal. L'empathie n'est pas synonyme de responsabilité. Je n'étais pas de pierre. Je n'étais pas cruel. Mais je n'étais plus à eux pour les sauver. La maison a été vendue un jeudi pluvieux. Les acheteurs ont signé à midi. J'ai signé à 12h14. Le virement est arrivé à 14h30. Mélissa m'a envoyé un simple SMS. C'est fait. Félicitations. J'ai transféré une partie pour solder le reste du prêt immobilier. Le reste a glissé sur mon épargne, propre et intacte de l'empreinte de qui que ce soit d'autre. Dès le vendredi, les déménageurs étaient programmés. Une équipe de nettoyage est arrivée avant l'aube. Delphine et tous ceux qui s'attardaient encore dans cette maison avaient reçu leur avis d'expulsion final quelques jours plus tôt. Pas de délai supplémentaire. Plus de faveurs. Je n'y suis pas allé. Je n'en avais pas besoin. Par Marion, j'ai eu des nouvelles. Des cartons abandonnés, la poussette disparue, des murs éraflés, le miroir de la salle de bain fissuré. Ils ont quitté la maison comme ils l'avaient habitée, en essayant de se l'approprier, mais en échouant toujours. Ce n'était pas chez eux, pas pour eux. C'était un moyen de pression. C'était du théâtre. Et maintenant, c'était à quelqu'un d'autre. L'audience de divorce a eu lieu la semaine suivante au tribunal judiciaire de Lyon. Delphine ne s'est pas présentée. Son avocat est arrivé avec une déclaration citant des complications liées à une naissance prématurée, le stress des soins intensifs néonataux, les délais de récupération, mais aucune objection formelle à l'accord. Le juge a examiné, confirmé et signé. Et comme ça, c'était fini. Je suis sorti dans la froide lumière du matin, les documents juridiques dans une main, le téléphone dans l'autre. Je n'ai appelé personne, mais une heure plus tard, j'ai reçu un SMS d'un collègue qui gravitait toujours dans notre ancien cercle d'amis. Hey, je pensais que tu devrais savoir. Clément a passé un entretien dans le cabinet de mon cousin le mois dernier. Ça ne s'est pas bien passé. Il est arrivé en retard, puis le whisky, t'a rendu responsable de tout. Il a dit que tu avais ruiné sa carrière. Ils lui ont ri au nez en le mettant à la porte.
Voilà pour le mythe de l'homme qu'elle avait choisi. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un message d'Élise. Elle n'a rien demandé. Elle a juste dit « Je suis désolé ». Je pensais que rester neutre signifiait rester bienveillante. Je n'avais pas réalisé que la neutralité avait aussi un prix. Je ne l'ai pas ignoré. J'ai répondu « Je te pardonne ». Mais les choses ne seront plus comme avant. Elle a compris. Ce week-end-là, j'ai fait mes valises pour une nouvelle ville, un nouvel appartement, une promotion que j'avais acceptée discrètement un mois plus tôt. Lyon dans le rétroviseur, cette vie dans mon passé. Je me tenais à la porte d'embarquement, une valise cabine à mes côtés, la main gauche nue, sans alliance, sans marque. J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Pas de nouveaux messages, plus d'incendie à éteindre. Le ciel dehors a viré à l'orange alors que j'embarquais. Quelque part, Clément essayait probablement de se faire embaucher ailleurs grâce à son charme. Quelque part, Delphine était sûrement en train de réaliser que les bébés ne réparent pas les hommes brisés. Et moi, je n'étais pas amer. Je n'attendais pas que le karma frappe. J'existais, tout simplement. Parce que quand vous arrêtez d'être le filet de sécurité sous la chute de quelqu'un, ils atterrissent exactement là d'où ils ont choisi de sauter. Et ce n'est pas de la cruauté. C'est la gravité. Ma dernière pensée, alors que l'avion s'élevait dans le ciel, était simple. Ma paix ne dépend pas de leur effondrement. Ça n'a jamais été le cas. Il y a une sorte de paix qui ne vient pas du fait de tourner la page. Elle vient avec la clarté. Je pensais que la justice consistait à regarder les gens qui m'ont fait du mal s'effondrer. Mais j'ai appris que la vraie justice, c'est quand on arrête de faire de la place pour leur fardeau dans sa vie. C'est quand on arrête de regarder par-dessus son épaule, d'expliquer sa valeur, de mener des batailles que l'on n'a jamais déclenchées. C'est quand votre vie ne se plie plus pour faire place à leur chaos. Je ne me suis pas vengé. Je n'en avais pas besoin. Ce que j'ai obtenu, c'est de la distance, des lignes claires, une nouvelle ville, un appartement calme. Des matins qui ne commencent pas par l'angoisse. J'ai récupéré mon nom, ma dignité, mon pouvoir. J'avais l'habitude de dormir à côté de la trahison et d'appeler ça de l'amour. Maintenant, je dors seul, et je ne me suis jamais senti aussi bien dans ma propre peau. Et pour tous ceux qui traversent quelque chose de similaire, qui se demandent s'il est sans cœur de tracer une ligne, si cela fait de vous le méchant de dire enfin ça suffit. Laissez-moi vous dire ceci. Ce n'est pas de la cruauté de choisir la paix. Ce n'est pas égoïste de protéger son esprit. Vous avez le droit de quitter le bâtiment en flammes même s'il hurle pour que vous reveniez à l'intérieur, et surtout s'ils le font. J'ai perdu un mariage. J'ai perdu une version de ma famille. Mais j'ai trouvé quelque chose de plus fort. J'ai trouvé la version de moi-même qui ne se contente pas de peu, qui ne se laisse pas manipuler par la culpabilité, qui ne confond pas sacrifice et effacement de soi. Et c'est peut-être ça le vrai miracle. Non pas qu'ils aient changé, mais que moi j'ai changé, et que je n'ai pas eu besoin de leur permission pour le faire. Parfois, les histoires les plus dures à entendre sont celles que l'on reconnaît trop bien. Quelque part dans cette histoire, une maison froide, un mot sur le comptoir, un homme laissé derrière. Peut-être avons-nous vu une part de nous-mêmes. Un moment où nous avons été ignorés, une époque où l'on s'attendait à ce que nous portions plus que notre part, ou quelqu'un que nous avons essayé de protéger jusqu'à ce que cela nous brise presque. Ce qui persiste n'est pas la trahison, c'est le silence qui l'a suivi, et la force qu'il a fallu pour enfin dire plus jamais. Mais même dans les chapitres les plus sombres, il y a quelque chose de tendre à quoi s'accrocher. Pas la douleur, pas la colère. C'est la façon dont nous nous sommes relevés, non pas pour convaincre qui que ce soit, mais pour arrêter de nous perdre nous-mêmes. Le pardon n'est pas toujours des retrouvailles. Parfois, c'est le choix silencieux d'aller de l'avant sans amertume, de laisser les gens partir sans avoir besoin qu'ils comprennent, et de recommencer plus sage, plus solide, plus entier. Si quelque chose dans cette histoire a résonné en vous et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à laisser quelques mots dans les commentaires. Et si ce n'est pas le cas, sachez simplement que vous êtes resté avec nous jusqu'à la fin et que cela, en soi, signifie quelque chose. Nous nous reverrons dans une autre histoire. D'ici là, prenez grand soin de vous.